Philippe Bilger, si vous souhaitez sortir quelques minutes, je le comprendrai. Les images que vous allez voir sont très difficiles pour vous, puisque c'est Nicolas Sarkozy qui était... Vous me laisserez le temps d'en dire ce que je pense. C'était Nicolas Sarkozy qui était acclamé hier. Regardez ces images qui sont tout à fait étonnantes et qui ont dû lui faire plaisir, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'affection. Alors ce sont des fans, bien évidemment, et qui étaient là. Ce sont des gens qui l'aiment beaucoup. Il a effectivement... Nicolas Sarkozy, et c'est ce qui fait aussi sa particularité dans le monde politique, c'est que je crois que c'est le seul qui est capable de déplacer, un peu comme une rockstar, disons-le, une foule de gens qui sont des gens inconditionnels. Et c'est pour ça que je fais le parallèle avec la rockstar. Je ne pense pas que François Hollande, je ne pense pas que d'autres aujourd'hui, ou d'anciens présidents de la République, il n'y en a pas beaucoup de vivants, mais je ne pense pas qu'un homme politique est capable de déclencher cela. Voilà, et c'était dans son ADN. Il a toujours eu ce rapport avec beaucoup de ceux qui votaient pour lui. Alors, voyez le sujet de Noémie Hardy, parce que dans ce sujet-là, on va entendre effectivement des gens qui étaient présents hier dans le 16e arrondissement. C'est une arrivée digne d'une star. Sous les cris, les applaudissements, une foule médiatique, Nicolas Sarkozy a remercié ses fans. La dédicace a commencé vers 15h30 ce mercredi. Des centaines de personnes se sont rassemblées. Une file d'attente qui s'étale sur plus de 150 mètres. Chacun souhaite rencontrer l'ancien président de la République, malgré les heures d'attente. Je peux attendre 1 heure, 2 heures, j'attends. Ça me semble tout à fait naturel. Il a attendu pendant plus de 3 semaines en prison avec une très grande dignité. Et donc attendre 3 heures pour lui dire notre admiration à ce sujet, ça me paraît normal. L'ouvrage de 216 pages paraît exactement 1 mois après la remise en liberté de l'ex-chef d'État. Il raconte l'enfer carcéral, l'injustice qu'il a vécue. Les précommandes de son livre ont atteint des records. Numéro 1, toutes catégories confondues, avant même sa sortie. J'en ai 4 pour mes amis, et je pense qu'en 4 jours, il peut l'écrire, parce que c'est un écrivain, il ne faut pas oublier cet homme-là. Et alors, tout ce qu'il a fait pour la France, on est bien obligé, quand vous voyez, il y a des milliers de personnes. Pas de problème pour le lire, et on est très addictif, parce qu'il nous fait plonger dans son univers, dans ce qu'il a vécu, et je trouve ça passionnant. Nicolas Sarkozy entame une longue tournée de dédicaces. Il sera ce jeudi à Marseille. J'imagine que vous l'avez lu, Jean-Claude Darmon, puisque Nicolas Sarkozy est un de vos proches. C'est un ouvrage sensible où il parle beaucoup d'ailleurs de sa famille, beaucoup de Carla Bruni, beaucoup de ses enfants, combien la famille a été présente dans ce moment si particulier. Il parle aussi de l'injustice qui lui a été faite, et il a eu raison avec cette exécution provisoire, puisque même le Conseil constitutionnel a reconnu ce que nous disions là. C'est-à-dire que l'exécution provisoire, si elle n'est pas débattue, dans le procès, elle ne peut pas être appliquée. C'est-à-dire que si le tribunal correctionnel avait pris sa décision le 15 septembre, ce point du jugement était nul en droit. Et il n'aurait jamais fait les 3 semaines. C'est formidable d'ailleurs d'entendre ça dans la France d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a fait 3 semaines ancien président de la République pour rien. Nous sommes d'accord. Parce que est-ce que ce que je dis est juste? Ce que vous dites est juste dans la mesure où ce qui est quand même inconcevable, c'est que dans cette audience du tribunal, à partir du moment où le tribunal envisageait, avant de rendre sa décision, de mettre sur la table l'exécution provisoire, il fallait la mettre au cœur des débats. C'est-à-dire, nous allons en débattre. Monsieur le procureur, quelles sont vos réquisitions sur une éventuelle exécution provisoire? Vous ne l'avez pas sollicité. Quelles sont vos observations? Le procureur prend la parole. Maître, pour monsieur Nicolas Sarkozy, qu'avez-vous à dire? Ça, c'est la justice. Ça, c'est le débat contradictoire. Ils ne l'ont pas plaidé. Ils ne l'ont pas plaidé parce qu'elle n'avait pas été sollicitée par le parquet. Résultat des courses, l'exécution provisoire est prononcée. Où on est? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette justice? Et en plus, on le sait, et vous êtes d'accord, je connais votre tempérament. Des avocats. Hein. Oui, mais les avocats, vous savez, je vais vous expliquer. Moi, c'est mon rôle, et je ne suis pas un avocat de salon. Hein. Moi, j'y vais à l'audience, et vous le savez, puisqu'on a eu à débattre, vous et moi. Je vais vous dire quelque chose. Il faut avoir quand même... On cogite. Moi, je les connais, les confrères. Ce sont de beaux confrères. La réputation de Darrois et d'Ingrain n'a plus à se faire. Mais je vais vous dire quelque chose. Quand vous plaidez,
et vous plaidez en disant, bon, ça n'a pas été requis, l'exécution provisoire. Est-ce que vous pensez qu'on la prononce? J'en plaide, je la plaide ou je la plaide pas? Parce que si je la plaide, peut-être que je vais tirer par la manche. Vous comprenez? Ça, ce débat-là, si c'est mis au cœur du débat, ce souci-là, quand vous plaidez, vous ne l'avez pas? Mais bien parce qu'elle est là. Mais... Après, je voudrais, faire juste... Donc, il y avait une volonté d'humilier Nicolas Sarkozy et de le mettre... Ah bon? Mais pas du tout. Ah oui, pas du tout. On l'a mis 3 semaines en prison. La décision du Conseil constitutionnel est très pertinente. Oui, mais on discute de l'exécution provisoire. Oui. Mais il ne se contentait pas de discuter l'exécution provisoire, mais la pertinence du jugement aussi. Philippe Léger, vous n'êtes pas sérieux. Mais je suis très sérieux. On a mis un ancien président de la République pendant 3 semaines en prison pour rien. Le critère qui a justifié la détention, c'était la gravité, le trouble à l'ordre public. Bon. Eh bien, on peut discuter. Moi, j'étais contre la détention. Il n'y a pas de trouble à l'ordre public en matière correctionnelle, monsieur l'avocat général. Exceptionnellement exceptionnel. Exceptionnellement exceptionnel. C'est un traitement exceptionnel pour Nicolas Sarkozy. Mais le tribunal... Pardon d'être un profane, mais... Pardon d'être Jean-Claude un profane. Darmon. Mais où est le trouble à l'ordre public? Mais il est énorme. Ah non, mais où est le trouble? Que fait-il? Mais attends, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une révolution, il allait se sauver, il allait... Enfin, c'est Nicolas Sarkozy. Monsieur, s'il est coupable, c'est une affaire gravissime. Mais il n'est pas, j'ai fait appel. Dis-leur qu'il est encore innocent. Donc je ne comprends pas Mais cette façon. c'est Et là où Pascal a raison, et vous, monsieur, évidemment, maître, tout le monde l'a vécu comme un... Ils ont voulu le déshonorer. Pas ils ont tout voulu le monde. punir. Mais si, ils ont voulu tout le monde. C'est le sentiment profond que nous en avons. Ils ont voulu le punir. On punit un innocent. Quand il fait 3 semaines de prison, 3 semaines et demie de prison, il y a de quoi rire. Mais c'est pas vrai. Moi, j'ai fait 48 heures de garde à vue. J'ai fait 24 heures de garde à vue. Plutôt cool, parce que je n'avais rien fait. Le mec qui n'a rien fait. J'ai fait 24 heures après de garde à vue. J'ai cru mourir. J'ai cru mourir. Parce que les cartes étaient distribuées de telle façon... Bon, restons sur Nicolas Sarkozy, mais moi ce qui m'intéresse simplement c'est la décision du Conseil constitutionnel. Mais elle est très bonne cette décision. Elle est tellement bonne que, je vous le répète, si elle avait été prise le 15 septembre, Nicolas Sarkozy ne faisait pas 3 semaines de prison, ce qui changeait quand même beaucoup le dossier, semble-t-il. Vous oubliez une chose. Bon allez, on arrête de parler. Mais non, Parce que le débat contradictoire qui aurait eu lieu... aurait pu entraîner... Non, non cher ami, pas le 15 septembre, puisque le procès était passé. Oui, non mais... Il n'y a pas bon, en fait. Je vous répète... vous êtes un sarcolâtre, vous comprenez, on ne peut pas discuter avec vous. Alors, d'abord... On ne peut pas discuter avec d'abord, la première chose, oui, et ça ne me gêne pas. Vous ne devriez pas vous en vanter. Non, mais ça ne me gêne pas. Mais pourquoi ? Il n'est plus pas président de la République. Et effectivement, je trouve que des hommes de cette qualité-là, ça ne me gêne pas de les admirer et de les estimer. Première chose. Mais je suis impartial sur ce dossier. Mais si vous me demandez effectivement que je préfère, d'ailleurs sarcolate, c'est pas le mot qui convient, mais effectivement, nous manquons de ce type de personnalité, de dimension, d'intelligence, d'expérience, et nous en manquons aujourd'hui. Vous en connaissez beaucoup ? Aujourd'hui, à droite, vous connaissez beaucoup d'incarnations ? Dites-les-moi vite, hein. C'est intéressant. Bon, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose que je veux vous dire, parce que j'apporte des arguments, il ne s'agit pas d'être sarcolate, je vous dis, si le Conseil constitutionnel prend cette décision le 15 septembre, comme le procès est passé, vous entendez cet argument ? Comme il est passé, on ne peut pas, par définition, revenir sur ce procès et que l'exécution provisoire, on n'en a jamais parlé, vous me suivez ? Donc il ne serait pas allé en prison. Vrai ou faux ? Vrai. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais Pascal, l'exécution provisoire n'est pas le seul problème. Mais c'est pas. Moi, je parle que de ça pour le moment. Et parce que l'exécution provisoire, c'est ce qui l'a mis en prison. Mais bien sûr. Bon, alors dites pas, bien sûr. Bon, c'est ça. Malgré la paix. Il en est sorti heureusement très vite. Je voudrais dire. Mais enfin, ça. Mais j'étais pour. Mais attendez. C'est pas digne de vous. Mais attendez. Vraiment, c'est pas digne de vous. Il n'y a pas l'ombre d'une ironie là-dedans. Digne de vous. Mais attendez, ou alors c'est vraiment. Je suis très heureux qu'il en soit. C'est vraiment, c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Mais Pascal. Et je veux pas. Alors là, je dirais pas davantage, mais c'est vraiment pas terrible.
Je voudrais faire deux observations. La première, c'est quelle haine. Mais pas du tout. Ne dites pas cette sottise que j'entends sur les réseaux. Quelle haine. Mais attendez, quel Pascal, ressentiment. ne dites pas cette sottise ça vous que j'entends prend sur les réseaux sociaux. J'ai tout sauf de la haine à l'égard de Nicolas. Je l'ai admiré en 2007. Je voudrais dire deux choses sur... C'est Noël, c'est l'esprit de Noël. Sur la foule qui est présente... Oui, elle est très hétéroclite d'ailleurs. Oui, ne pensez pas que ce ne sont que des bourgeois du 16e. On l'a dit, je crois que le peuple français n'a jamais oublié ce qu'a fait Nicolas Sarkozy lorsqu'il était maire de Neuilly et qu'il a été chercher les enfants au milieu des otages. Je crois, ça c'est un fait d'armes. Il y en a peu qui l'auraient fait. Je ne dis pas que personne d'autre l'aurait fait, lui il l'a fait. Et il l'a fait avec courage. Et je voudrais dire quand même juste un mot, parce que j'ai toujours pris la défense de M. Sarkozy et je continuerai à la prendre. J'ai une réserve quand même, parce que j'ai lu son bouquin. Je pense qu'il n'a pas été très délicat par rapport à son ancien avocat Thierry Herzog, qui est un très grand avocat. Moi j'ai plaidé avec lui. Il était formidable. Voilà, et qu'il a défendu pendant 15 ans. C'était inutile de faire état et de le critiquer dans le livre. Et vous voyez, la parole est libre sur ce plateau. Mais il arrive à Pascal de dire la vérité, et là, sur Maître Herzog, il a totalement raison. Bon, un mot sur M. Retailleau. Bruno Retailleau a dit au Figaro, le chantage au chaos à l'instabilité, ça suffit. Le vote de ce budget est un triomphe pour Olivier Faure et une défaite pour la France. Si Michel Barnier et François Bayrou avaient autant lâché à la gauche, il n'aurait pas été censuré. Je signe et persiste, ce budget n'était pas votable, il sacrifie l'avenir au présent, c'est l'abandon de la réforme des retraites et c'est plus d'impôts et d'endettement. Je rappelle qu'il y a quand même 18, Marie-Hélène Trémollet, il y a 18 LR qui ont voté pour le budget. Donc c'est 18 députés qui sont avec M. Retailleau. Il est sénateur. Ah non, c'est le contraire. Non. 3 ont suivi Bruno Retailleau seulement. Je me suis mal exprimé. Il y en a 18. Non, mais quand je dis ils sont avec M. Retailleau, ils sont dans le même parti. Ah oui. C'est ça que je voulais dire. Ils sont dans le même parti. Et ils ont voté pour le budget. Qu'est-ce qu'on fait de ces 18, Maïalène ? Bruno Retailleau a dit pas de sanctions, mais la réalité c'est qu'il ne peut pas faire grand-chose parce qu'il y avait déjà une scission avec ses députés au moment de son départ du gouvernement, lorsqu'il fait son départ le week-end où Sébastien Lecornu nomme du coup le gouvernement Lecornu 2. Il se met d'accord avec le parti sur le fait qu'il n'y aura pas de députés LR qui iront au gouvernement. Il y en a quand même 6 qui ont désobéi. Et la réalité, c'est qu'en fait, les députés LR ne peuvent pas être tenus par leur parti. C'est pour ça qu'ils traitent d'ailleurs quasiment exclusivement avec Laurent Wauquiez, parce qu'ils ont une seule crainte, c'est la dissolution. La dissolution et la peur de perdre leur siège. Donc derrière ça, la position de Bruno Retailleau, si vous voulez, pour eux, elle est secondaire. Oui, mais ça c'est... Alors je cite et je persiste, dit-il, ce budget n'était pas votable. Nous serons à 24 milliards de déficit, soit quasiment le double du déficit de la sécurité sociale en 2023. Il dit aussi, je suis convaincu que si tant d'électeurs ont quitté la droite, c'est parce que la droite a trop souvent manqué de cohérence. Et comment reconnaître un parlementaire de droite quand il accepte la suspension de la réforme des retraites que nous portons parce qu'elle est cruciale pour l'avenir du pays? C'est une très très bonne interview sur le fond. Bien évidemment. C'est une bonne interview, mais ça n'aura pas de conséquences. Ils n'auront pas de sanctions. Mais entre Laurent Wauquiez et lui, Laurent Wauquiez, lui, s'est abstenu. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont dans le même parti, mais qui ne pensent plus du tout la même chose aujourd'hui. Et il a laissé pas mal de députés aussi qui allaient voter pour et qui le disaient. Il a discuté avec eux et tout ça se discute dans les couloirs de l'Assemblée. Bruno Retailleau, il n'est pas à l'Assemblée. Je pense qu'il y a beaucoup de gens des LR qui... Alors déjà, il en restait plus... Ils sont furieux. Peut-être, qui doivent être furieux. Il est possible que ça se traduise aux prochaines élections municipales. Jacques Serret. Parce que c'est ce qu'il dénonce également dans cette interview, Bruno Retailleau, c'est qu'il y a eu des négociations de couloirs, et il utilise cette expression, entre le gouvernement et Laurent Wauquiez. C'est Sébastien Lecornu et certains députés aussi même, parce qu'il les traite. Pardon. Excusez-moi, qui n'a plus adressé la parole à Bruno Retailleau. Et moi, qui n'a plus adressé la parole à qui? Lecornu. Le Cornu ne parle plus à Retailleau? Le Cornu, il traitait directement avec les députés depuis quelques jours, en fait. Il traite les députés. Et moi, je suis désolé. Je voudrais juste dire quelque chose. À droite, je l'ai dit, il y avait eu un nouvel espoir à partir du moment où Retailleau a été nommé ministre de l'Intérieur et qu'il a montré une certaine efficacité, en tous les cas une volonté que cela change. Et de nouveau, les gens de droite y croyaient. Les gens de droite que Nicolas Sarkozy avait décomplexé. Rappelez-vous, c'était son premier slogan, et à juste titre. Là, aujourd'hui, moi, je veux bien... J'ai lu l'interview, on dit, oui, liberté de vote, il n'y a plus de consignes. Ah bon ? Il n'y a pas de consigne, c'est-à-dire que tu fais partie d'un parti, tu es sous une étiquette et tu vas voter contre l'étiquette qui t'a fait avoir le siège. Mais il faut des consignes de vote. Mon gars, tu es avec nous, tu sors du bateau, il n'y a pas de problème, mais je te lance même pas la bouée.
Voilà, tu te débrouilles, tu nages. C'est loin l'Amérique, tais-toi et nage. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, c'est tout. Vous croyez qu'avec Charles Pasqua, il se serait permis de changer, de dire je vais m'abstenir? Pardon, j'ai des dossiers, hein. Voilà, c'est tout. Voilà. Et c'est comme ça. Vous avez raison, Pascal. Laurent Wauquiez, de toute façon, n'est inspiré par une seule chose, l'hostilité à l'égard de Bruno Retailleau. C'est son seul critère. Il y a une vidéo qui est sur les réseaux sociaux où on voit Charles Pasqua répondre à Poivre d'Arvor. Et il lui demande si c'est pas du blanchiment, je crois. Et Pasqua, il est comme ça, il regarde son bureau et dit: oh, monsieur Poivre d'Arvor, si je n'avais pas l'amitié que j'ai pour vous, je vous répondrais différemment. Vous savez avec qui vous parlez? Un ancien ministre de l'Intérieur. Vous connaissez sans doute. Elle est géniale. Et effectivement, on a une forme de nostalgie de ces hommes d'État qui avaient un certain charisme, disons-le. Qui pourtant n'étaient pas des monstres d'intégrité. Écoutez, Charles Pasqua, ce propos est gratuit. Charles Pasqua n'a pas été condamné, que je sache. C'était un homme, bien sûr. Mais en fait, paix à son âme. Oui, mais bien sûr. Il en manque des Charles Pasqua, je peux vous le dire. Oui, mais bien sûr. Parce qu'il y aurait certaines moi, j'adore certaines personnes qui ont eu des comportements vis-à-vis de l'État. Avec Charles Pasqua, je peux vous dire que ça se serait passé très différemment. Qui était évidemment né. On va tous aller en Corse, en fait. Ça va être le dernier territoire où on va pouvoir aller en France. Mais pas de Bilger. Hein. Il n'aura pas le droit de prendre le bateau. Quand j'ai du mal à rester ici. Bon, on le laisse à Paris. Bon, l'audition de Delphine Ernotte, hier, écoutez ce qu'elle a dit sur CNews. Et je vais donner la parole à Mayonnaise. Vous m'avez interpellé sur CNews et l'article du Figaro, voilà. Je voudrais rappeler que j'ai dit que CNews et France Télévisions, je considère que nous ne faisons pas le même métier en fait. Je vous renvoie d'ailleurs aux signatures de nos deux chaînes. France Télévisions, nous considérons que l'information n'est pas une opinion. À CNews, c'est venez avec vos convictions, vous vous ferez une opinion. Et M. Nedjar lui-même, le patron, a qualifié CNews de chaîne d'opinion au pluriel, opinion. Alors, quand je parle de chaîne d'opinion, que je sois claire, c'est pas du tout un jugement moral. C'est un autre modèle éditorial et c'est pas le nôtre. D'ailleurs, nommer un modèle éditorial, c'est pas le juger. Définir, ça n'est pas condamner. Il existe d'ailleurs en France une presse d'opinion, comme l'Humanité, Valeurs Actuelles, enfin tout le spectre est représenté. Il existe même des radios d'opinion, comme Radio Courtoisie ou Radio Libertaire. En revanche, jusqu'à présent, il n'y avait pas de chaîne d'opinion. Ces commissions d'enquête sont assez décevantes parce que finalement, il ne se dit pas grand-chose. Elles comparent France Télévisions et CNews. Évidemment, il n'y a pas de rapport. France Télévisions, c'est une chaîne généraliste. CNews, c'est une chaîne info. Et effectivement, on ne fait pas le même métier dans ce sens. Il n'y a pas de divertissement, il n'y a pas de documentaire de la même manière sur notre chaîne. C'est tout... Bon, donc, on est un peu déçus à l'arrivée parce que les vraies questions ne sont pas posées. Le problème de France Télévisions, c'est deux choses. C'est les 4 milliards et puis c'est l'impartialité. Mais c'est quand même intéressant parce qu'elle est auditionnée justement sur l'impartialité de France Télévisions et elle arrive à parler de CNews, elle arrive à expliquer que selon elle il y a des chaînes d'opinion, que pourquoi pas finalement, elle a l'air assez d'accord avec l'idée, mais ces chaînes d'opinion il faudrait les réguler. Elle l'explique aussi dans le Figaro la veille parce qu'elle prépare son audition par une interview au Figaro dans laquelle elle dit que ça serait intéressant d'avoir une autorisation pour les chaînes d'opinion en France, un peu sur le modèle américain. Par contre, évidemment, ça ne toucherait pas l'audiovisuel public, puisque l'audiovisuel public est impartial. Pour rappel, la séquence d'hier, qui a fait beaucoup polémique sur France Info, sur le site de France Info, avec les marchés de Noël et les nazis, c'est une vidéo qui a été supprimée à 19h08. C'est une vidéo qui a été supprimée pendant qu'elle était encore en audition. Et 2 heures avant, Delphine Ernotte disait « je vois pas de quoi est-ce qu'on parle, on va vérifier, etc. » Ça a été supprimé dans les 2 heures. On en parlera tout à l'heure, parce qu'effectivement, c'était extraordinaire. Il y a eu un sujet proposé sur France Info, qui fait un parallèle entre les marchés de Noël et les nazis. Les nazis auraient remis au goût du jour les marchés de Noël. Dans les années 30. Voilà, dans les années 30. Bon, vous voyez bien le sous-texte qui existe dans cette... Et vous en avez parlé hier soir, tout Pascal, à fait. Le comité Adama, moi ça m'a... C'est incroyable. On en parlera tout à l'heure aussi, mais la remise en cause c'est France Télévisions.